Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen à Bruxelles. L'enquête de cette émission s'intéresse à la drogue, aux salles de shoot et à leur impact en termes de salubrité publique. Reportage au Luxembourg dans un refuge pour toxicomanes, mais au cœur d'une structure sociale. Mais tout de suite, place à l'actualité avec cette question. Le traité budgétaire européen aurait-il mérité un référendum en France ? Ces derniers jours, on a beaucoup défilé dans les capitales européennes. Madrid, Athènes, Paris. Sous les pavés, la colère. Mais contre quoi? Le TSCG? Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Pour ses détracteurs, le traité austéritaire. Ah, la sacro-sainte austérité. Celle qui écrase la zone euro, qui voit son taux de chômage culminer à 11,5%, soit 18 millions de personnes. Dans les cortèges, des portraits de François Hollande, fraîchement élu, déjà conspués. Les manifestants lancent des avis de recherche pour rendre compte à la démocratie. Et pourquoi rendre compte à la démocratie? Peur d'un nouveau refus du peuple? Il faut dire qu'en France, le débat secoue les familles politiques. Les parlementaires ne se divisent plus par couleur, mais par hochement de tête. Les oui-ouistes font face aux nonistes dans un mauvais remake du débat sur la Constitution européenne de 2005. Alors, ce traité, déni de démocratie ? Alors nous sommes sur ce plateau avec Catherine Trottmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la délégation socialiste ici au Parlement européen. Bon, il aurait fallu, selon vous, un référendum sur ce traité ? Un référendum, certainement pas. Personne ne considère ici au Parlement européen que ce traité était nécessaire. Nous avons voté des règlements qui stipulent pratiquement la même chose. Il faut se souvenir que nous avons une majorité conservatrice et libérale et que par conséquent, la seule réponse qui était apportée, qui se retrouve aussi bien dans les textes en vigueur, dans le droit communautaire que dans ce traité intergouvernemental, donc international, ce qui fait la différence avec le traité constitutionnel, tout ceci se trouvant déjà en vigueur, ce traité était inutile. Mais qu'il faut ratifier quand même. Qu'il faut ratifier pour avoir d'abord la possibilité d'accéder au mécanisme européen de stabilité. La France, si elle ne ratifiait pas, se trouverait dans une situation où elle n'appliquerait pas, évidemment, ce traité, y compris le traité sur le mécanisme européen, qui supposerait qu'elle finance sans pouvoir bénéficier de ce qu'elle aurait financé, ce qui serait tout à fait aberrant. C'est nécessaire de le faire pour être à l'unisson des pays membres de la zone euro qui veulent sortir de la crise de l'euro. C'est nécessaire aussi parce que François Hollande a été très clair dans la campagne, et je pense qu'il faut le rappeler. Il a dit « je renégocierai ce traité ». Ce traité a été un instrument de renégociation, et c'est en même temps une renégociation qui est un processus. C'est le processus de réorientation de la politique européenne qui fait qu'il y a ce pacte de croissance. Certains disent le compte n'y est pas. On était dans une situation avant discussion sur le budget. C'est normal que l'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout. C'est cette phase-ci, maintenant, où je souhaite et j'espère que François Hollande ne va pas être fragilisé dans sa majorité pour pouvoir gagner le bras de fer dans un Conseil où il n'est pas non plus majoritaire. Est-ce que François Hollande est fragilisé également en Europe? Qu'est-ce que vous disent, j'ai envie de dire, vos camarades députés européens étrangers? Est-ce qu'ils vous disent « oh, ça y est, la France est repartie comme en 2005 » Mes collègues, mais aussi les gouvernements d'autres pays que je rencontre, y compris des gouvernements conservateurs, attendent de la France qu'elle tienne bon, et du président de la République qu'il tienne bon. François Hollande a ouvert un espace politique pour une volonté politique, pour pouvoir reprendre la maîtrise des choses, à la fois par rapport au respect de la règle, ça tranche avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était fermement arc-bouté sur une règle d'or qu'il voulait inscrire dans la Constitution, alors qu'il a passé son temps à ne pas la respecter. Il aurait pu commencer par respecter ce qui était déjà inscrit dans nos règlements. Il y a des règles communes pour garder la stabilité de l'euro. Donc je crois qu'il y a cette attente, cet intérêt que beaucoup de pays accordent à la position française. Pourquoi? Si on veut résoudre la crise de la dette, il faut des mécanismes pour permettre aux États de faire face. Il faut évidemment réduire cette dette.
Cela suppose des efforts, mais ces efforts doivent être justes et supportables pour les populations. Et enfin, il faut rentrer de nouvelles recettes. Si on n'a pas de nouvelles recettes, on ne peut pas rembourser. Dernière question sur ce sujet. Si jamais François Hollande avait besoin des voix de la droite pour que ce traité soit ratifié par la France, comment ça serait vécu ici ? En fait, ici, au Parlement européen, ce que l'on craint, c'est qu'effectivement, la France se prenne les pieds dans le tapis d'un mauvais débat. On pense que ce traité n'en vaut pas la peine. Il fait suite à 17 sommets de la dernière chance, donc on connaît la valeur de ce traité. On sait aussi qu'en 2017, on devra évaluer son impact, son efficacité. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est attendu, c'est que les Français se comportent de manière responsable et soutiennent le président de la République dans la démarche qu'il a entreprise, parce que tout le monde a besoin de la France. C'est le deuxième pays contributeur. Tout le monde a besoin aussi de notre contribution politique. On l'attend sur la PAC, on l'attend sur les fonds de cohésion, on l'attend sur la recherche et sur la communauté européenne de l'énergie. Voilà des sujets qui sont très tangibles, qui intéressent les Français. C'est ça à quoi il faut s'attarder maintenant et se préoccuper de l'emploi. Cette crise dont on parle actuellement tous les deux, certains ont une solution. Ils disent qu'il faut plus d'Europe, qu'il faut un saut fédéral. Alors cette semaine, Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit, qui sont deux ténors ici du Parlement européen, ont écrit un manifeste qui s'appelle « Debout l'Europe ». Je vous propose qu'on les écoute et ensuite je vous demanderai votre réaction. On les écoute. Si nous voulons sortir de cette crise, il faut aller vers une Europe fédérale. C'est-à-dire les États-nations tels qu'ils existent ne peuvent pas répondre à la crise financière, économique et écologique que nous vivons, aux crises que nous vivons. Voilà le message très simple. Et un deuxième message, dans 30 ans, plus aucun État européen, ni l'Allemagne, ni la France, ne fera partie du G8. Donc si nous voulons regagner de la souveraineté, nous la regagnons par l'Europe. Sinon, c'est les marchés qui ont une souveraineté sur nous. Les chefs d'État et de gouvernement pensent qu'en se voyant 4 fois ou 6 fois par an, ils peuvent gérer l'Europe et sauver l'euro. Et ça, c'est impossible. Il faut une vraie démocratie européenne, un gouvernement européen, un marché obligataire européen, la défense européenne. Donc, il faut tous les atouts d'un vrai État fédéral. C'est pourquoi moi, j'utilise les États-Unis de l'Europe comme le rêve et le pas qu'il faut faire maintenant. Alors les États-Unis d'Europe, Catherine Trottmann, c'est une belle utopie, c'est possible ? Depuis Victor Hugo, on sait que c'est un idéal. Je crois qu'aujourd'hui, la crise, c'est le mien. Je pense qu'il faut... Je suis plus prudente sans doute dans l'affirmation parce que je sais ce qu'attendent les gens. Les gens qui aujourd'hui craignent pour leur épargne, pour l'emploi, pour leur santé et la protection sociale, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. L'Europe de l'efficacité, c'est l'Europe des politiques. Et l'évolution institutionnelle passe par deux choses. La nécessité de renforcer la coordination des parlements nationaux, Parlement européen. Nous sommes élus du peuple, nous avons une légitimité à préserver et nous devons construire une souveraineté partagée. Et deuxièmement, nous devons donner plus de légitimité à la Commission, car aujourd'hui c'est là que le bât blesse, avec un président de la Commission qui soit désigné après victoire d'un des camps aux élections futures, aux élections européennes. Voilà qui serait déjà un grand progrès, mais donner un objectif, un cap, permet de mesurer aujourd'hui l'inefficacité de cette sorte de restriction, de réserve, de résistance à la construction européenne. Nos États membres et nos gouvernements doivent faire preuve de courage politique pour avancer sur ce plan. Donc oui à l'Europe fédérale, mais procédons par étapes. Procédons par étapes et ayons d'abord des résultats au niveau des politiques. Ça commence par la vérification de la façon dont on sortira de la négociation budgétaire. Catherine Trottmann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va continuer de parler d'argent en Europe et en particulier en France, puisque Jean-Marc Ayrault a présenté cette semaine ce qu'il a appelé son budget de combat pour 2013 et nous avons fait un zapping des télévisions européennes. Il est signé Aurélie Dafas. Regardez. Ils n'en veulent pas. Peu importe son nom, TSCG ou pacte budgétaire, pour les manifestants parisiens, ce traité est synonyme d'austérité. François Hollande, nous on ne veut pas de ton traité, nous on ne veut pas de ton traité. Ils le chantent, le hurlent, l'écrient, l'austérité, ils en ont assez. C'est la première manifestation d'importance pour les forces s'affichant résolument à la gauche du Parti socialiste. La colère monte de la rue, car l'austérité est déjà là,
avec le budget de combat dévoilé par Jean-Marc Ayrault. La France a appris ce soir les détails d'un des budgets les plus rigoureux depuis 30 ans. Les ministres se sont réunis à l'Élysée pour trouver un moyen de renflouer les finances du pays et de réduire les déficits. Le gouvernement a été clair, les ménages les plus riches et les plus grandes entreprises devront consentir aux plus gros efforts. Conséquence de cette annonce pour la télévision italienne, une consommation en berne et des mécontents, surtout à droite. L'austérité pourrait faire chuter la consommation, alors que la majorité socialiste a basé tous ses calculs sur l'espoir que l'année prochaine la France n'entre pas en récession. Dans ce cas, la conséquence inévitable serait plus de taxes. Mais déjà, un journal de droite titre « C'est trop ». Alors nous avons été rejoints par Raymond Leuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant permanent ici à Bruxelles de la télévision autrichienne, l'ORF. Comment est vu, je dirais, de Bruxelles, pour commencer, ce budget de combat? Est-ce que c'est quelque chose qui impressionne ou est-ce qu'on se dit finalement la France ne fait que rattraper son retard? Je crois qu'en Europe, en général, on ne suit pas les détails des discussions budgétaires dans les différents pays. Ce qui a attiré le plus d'attention, c'est le fait que Daniel Cohn-Bendit, qui est quand même un politicien de renommée européen, a quitté le Parti vert en France parce qu'il n'était pas d'accord avec la ligne sur l'Europe. Ça a été suivi, c'est par ce biais-là que ça... C'était suivi. Les discussions sur le budget aussi, nous, dans l'ORF, bien sûr, notre reporter de Paris en a parlé, mais ce n'est pas un grand sujet. Ce qui est un sujet plus grand, c'est qu'on n'a pas une très bonne idée de ce que la France veut en Europe. En Europe, il y a des grandes discussions en Allemagne, aux Pays-Bas, quel est le chemin que l'Europe doit prendre. Et la France est là, elle existe, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a peut-être des détails dans les orientations européennes où la France a fait de petits changements, mais dans les grands débats, je crois que la France n'a pas vraiment le poids que beaucoup attendent, elle devrait avoir. Et ça, c'est nouveau? Vous diriez que ça date de l'élection de François Hollande ou c'était déjà le cas sous Nicolas Sarkozy? Bon, avant, il y avait Merkozy, c'était le duo français-allemand qui n'était pas très apprécié, souvent, mais qui existait. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Parce que, évidemment, le duo franco-allemand n'existe plus. La France semble s'allier avec les pays du Sud à certains moments, en même temps maintient évidemment les relations très importantes avec l'Allemagne, mais c'est une situation plus floue. Et comment est vue la relation un peu difficile, un peu délicate qui existe justement entre François Hollande et Angela Merkel? C'est très contradictoire parce qu'on a l'impression que ce sont deux personnalités qui se ressemblent. Ce sont des personnes très pragmatiques. Ce sont des personnages qui ont l'air de réfléchir avant qu'ils disent quelque chose. Mais en même temps, les discussions politiques, les orientations politiques divergent. Ça, on n'a pas l'impression que jusqu'à maintenant, que des deux côtés, on a réussi à se mettre d'accord. Regardez, en Allemagne, il y a une sérieuse discussion. Est-ce qu'on a besoin des États-Unis, de l'Europe, oui ou non? Aux Pays-Bas, on a eu une discussion semblable, ça a même décidé des élections. Cette discussion, en France, n'existe pas. Et ça, on le sent en Europe. L'Europe est dans la rue en France, d'une certaine façon, avec une manifestation là, qui a eu lieu récemment. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce qu'on a le sentiment, vu d'Autriche ou peut-être de Bruxelles, que finalement la France est en train de revivre un peu ce qui s'est passé en 2005 avec le non au référendum? On se pose les questions. Je ne crois pas qu'on a l'impression que c'est décidé. Mais il y a une contradiction que dans les rues des pays du Sud, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de slogans sur la justice, la nécessité de la protection sociale, mais il y a très peu d'idées. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire au niveau européen? Parce que c'est facile d'être dans la rue et de dire non, on est contre l'austérité, mais c'est beaucoup plus difficile au niveau européen d'avoir un plan qui met ensemble les pays du Nord et les pays du Sud. Et ça, c'est le danger, qu'il y a un clivage entre Nord et Sud. Et là, je crois que la France sera le meilleur
placés pour faire un pont et pour éviter que ce clivage devienne plus profond. Raymond Leuve, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va rester sur un sujet européen où chaque pays a une position différente. Je parle du sujet de la drogue et la façon qu'on a d'aider les drogués. Alors il existe dans un certain nombre de pays ce qu'on appelle des salles de shoot. Le gouvernement français a d'ailleurs peut-être décidé, en tout cas il réfléchit à en créer en France. Et nous avons été voir avec Jérôme Rabier au Luxembourg comment ça se passait. Et ensuite on retrouve Germain Andrieux et son invité. Coincé entre une entrée d'autoroute et les voies de chemin de fer, c'est ici, dans ces préfabriqués, que les toxicomanes viennent trouver un refuge, un abri, un lieu pour se droguer. Installé en 2005 à quelques centaines de mètres de la gare, c'est l'unique salle de consommation du pays. À l'intérieur, une équipe d'éducateurs et du personnel médical accueille les usagers, 120 par jour en moyenne. Donc ils arrivent ici avec le ticket selon qu'on a pris, le ticket blanc, on le présente. Ma collègue qui est ici fait les statistiques, donc elle prend le nom et il faut aussi dire ce qu'on consomme. On ne fournit ici que le matériel nécessaire à la prise de drogue. Le produit, en grande majorité de l'héroïne, est apporté par le client. Il a ensuite 20 minutes pour le consommer. Quand il quitte la salle, il se lave les mains et puis il sort et ainsi de suite quoi, pour d'autres clients. Voilà. Et la structure ne désemplit pas. Ils sont près de 1200 toxicomanes à y être inscrits. Pour y accéder, il faut signer un contrat où l'on accepte les règles du lieu. Pas de deal, pas de bagarre et le respect pour le personnel comme pour les locaux. Philippe est un usager régulier. Rien que dans cette matinée, cet accro à l'héroïne depuis 25 ans passera 3 fois dans la salle de consommation. L'héroïne, je la fume. Donc voilà, j'ai mon petit endroit tranquille qui m'assure une sécurité. J'ai pas besoin de le faire dans des endroits cachés. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que ici ça facilite la drogue, ça peut empêcher les gens d'arrêter? Une personne qui veut se droguer, que ça soit ici ou ailleurs, elle le fera. C'est pas parce que voilà, c'est un endroit où tous les toxicomanes se rencontrent que ça va accentuer encore plus le problème, au contraire. Si le lieu est médiatisé pour sa salle de shoot, c'est une structure plus large qui est proposée. Dotée d'un budget annuel de plus de 2 millions d'euros, on y vient aussi pour juste prendre un café, échanger ses seringues usagées, trouver de l'aide pour ses démarches administratives. 42 lits sont aussi disponibles la nuit pour héberger les toxicomanes sans abri. Le centre, c'est un tout. Et la prise en charge des personnes toxicomanes, ce n'est pas simplement leur donner un endroit où ils peuvent consommer comme ils veulent. Beaucoup de gens ont rompu avec leur famille, ont rompu avec la société parfois. Et il est important, je pense, pour un pays, de garder le contact avec des personnes très vulnérables, souvent malades, qui ont besoin d'aide et qu'on ne peut pas laisser mourir dans la rue. Montée il y a 7 ans, la structure s'est pérennisée. À l'époque, dans ce quartier habitué aux toxicomanes, les riverains étaient réticents. Le temps a finalement permis l'acceptation du projet. C'est mieux qu'ils consomment là-bas que s'ils consommaient devant une école primaire où ils laissent tout dans la cour. Voilà. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais les instituteurs, ils venaient plus tôt pour faire le tour, pour ramasser des seringues avant que les enfants arrivaient. Au niveau du quartier, ça a peut-être quand même rencontré quelques résistances? Oui, bien sûr, il y a toujours beaucoup de gens qui sont résistants, qui préfèrent que ce soit dans le quartier à côté. Car derrière l'objectif sanitaire, c'est aussi la question de la sécurité qui est en jeu. Ouvert 6 jours sur 7, le centre permet de maintenir la population toxicomane à distance respectable du centre-ville, un objectif assumé par la mairie. En effet, c'est une sécurité et pour la population de la ville de Luxembourg qui, à tort ou à raison, a ce sentiment d'insécurité par rapport aux personnes toxicomanes, mais c'est aussi une sécurité pour les personnes concernées. Bien entendu, il y a un deal qui se fait tout autour, nous le savons, nous ne pouvons pas l'éviter. On pourrait peut-être dire donc qu'on peut mieux le contrôler puisqu'il est assez délimité dans l'espace. En 7 ans d'existence, les résultats en matière de santé publique sont là. Le nombre d'overdoses a été divisé par 4 et les contaminations sont en chute libre.
La mairie cherche désormais un terrain pour accueillir une structure définitive et une deuxième salle de consommation doit ouvrir d'ici peu dans la deuxième ville du pays, à moins de 5 km de la frontière française. Voilà, c'était un reportage de Jérôme Rabier avec Thomas Lost. Nous a rejoint sur ce plateau Sophie Oconi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du PPE, vous êtes également membre de la Commission de l'Environnement et de la Santé publique. Et pour que les choses soient claires, vous appartenez en France à l'UDI avec Jean-Louis Borloo. Vous n'êtes pas du côté de l'UMP. On vous a vu pendant ce reportage, vous étiez assez dubitative. Vous êtes opposée à ces salles de shoot. C'est une question de principe? Alors, je ne suis pas opposée aux salles de shoot. Pour moi, il y a deux types d'établissements. Un établissement comme celui qu'on vient de voir, qui est plus qu'une salle de shoot. C'est un établissement de soins, finalement, d'accueil qui est ouvert 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant les 6 jours d'ouverture. Tout d'abord, pour moi, ce type d'établissement doit être ouvert 7 jours sur 7, parce que les héroïnomanes n'arrêtent pas de se piquer le dimanche. Hein, donc, je me dis que la salle de shoot ouverte 4-5 heures dans la journée, et qui n'a pas d'autre objectif que de participer, de faire en sorte qu'on offre un lieu pour les héroïnomanes pour se piquer, n'est pas suffisant. Et que c'est un petit moyen qui ne correspond pas aux besoins de ces drogués. Alors effectivement, mais c'est souvent le cas. Ce sont souvent des structures sociales dans lesquelles s'intègrent ces salles de shoot. En France, c'est un vieux serpent de mer. Depuis 40 ans, à la gauche et à droite se rejette le sujet. Est-ce que c'est une question de santé publique ou une question de criminalité ? Moi, je regarde ça sous l'angle de la santé publique. Quand je vois qu'un centre de soins, hein, au-delà de la salle de shoot, un centre de soins coûte aujourd'hui 2 millions d'euros. Moi, je me pose la question, 2 millions d'euros, ces 2 millions d'euros doivent aujourd'hui servir à soutenir les personnes droguées à aller dans le sens de supprimer leur addiction. Il faut que nous les soignions, que nous les aidions à se soigner. À titre personnel, vous êtes opposé à la création de salles de shoot en France ou pas? Parce que le débat a été lancé par Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris, qui lui-même est médecin. Est-ce qu'il y a une urgence sanitaire aujourd'hui? Je ne suis pas pour la salle de shoot de quartier qui va accueillir de 10h à 15h des héroïnomanes. Pour moi, on ne va pas dans la prévention, on ne va pas dans l'outil de santé publique, on est plus sur l'outil peut-être sécuritaire, effectivement. Et je souhaiterais, moi, qu'on donne à ce projet une dimension de santé publique en se donnant les moyens à l'image de ce qu'a fait Luxembourg, mais en allant encore plus loin. Mais comment appréhender ce type de population aujourd'hui? Il n'est pas possible de les mettre avec les autres sans-abri. C'est une population spéciale, il faut les approcher. Comment faire ce premier contact? Exactement comme l'a fait le Luxembourg, c'est-à-dire organiser un centre de soins. Les services sociaux des mairies les connaissent, savent où aller les voir, où aller leur présenter cette nouvelle offre de santé publique et cet hébergement pour les soins. Mais je pense qu'au-delà de leur offrir, on a vu des choses difficile, hein, ces personnes qui viennent à la chaîne, qui signent un contrat, qui prennent les seringues, les petites cuillères, qui vont faire leur shoot et puis qui repartent. Je trouve que d'un point de vue du soutien en tant que tel à ces personnes, c'est un peu juste. Pour autant, il y a des faits en termes de salubrité publique. On le voit, les overdoses ont été divisées par 4 dans ce centre et il y a également une chute vertigineuse des contaminations, hein, que cela soit pour les hépatites ou pour le sida. Et c'est le cas dans tous les centres qui ont été créés en Europe. Est-ce que du point de vue de la salubrité publique, ça marche ? Oui, je pense que ça marche. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut aller plus loin que ça. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en France, par exemple, mais en Europe en général, le nombre de consommateurs de drogue dure, à l'image de l'héroïne, est en baisse. Or, en France, nous n'avons pas de salle de shoot. Donc, je pense que la prévention, le soin, l'accueil et le soutien de ces personnes droguées, de ces héroïnomanes et l'aide à aller vers la suppression de cette addiction est la meilleure façon de travailler avec eux, d'œuvrer pour eux.
Traditionnellement, entre la droite et la gauche en France, il y a une opposition entre la prévention et l'encadrement de ce type de population. Vous seriez pour une solution un peu médiane, justement, de faire les deux à la fois, c'est bien ça? Exactement. Vous savez, moi je porte les valeurs du progrès sociétal. Donc je souhaite que, et j'ai 4 enfants, hein, donc je sais que je suis sensibilisée à ce problème. Et je souhaite qu'on aille dans le sens de les soutenir et d'aller plus loin que l'encadrement ou que l'accueil pur et simple. Je souhaite qu'on les aide à aller au-delà de ça. Et moi, si j'ai demain un enfant vraiment qui était dans cette situation, je souhaiterais qu'il soit accompagné plus que encadré pour faire ce qu'il a à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a tout de même une question de coût. On est sur 2 millions d'euros pour budget annuel pour le centre qu'on a vu dans ce reportage. Il y a 90 centres dans le monde, plus de 80 en Europe. Et on le sait, l'Espagne a dû fermer plusieurs centres pour des questions financières. Est-ce qu'en pleine crise économique, on peut mener de front une telle politique? Vous savez, je pense qu'il faut faire un calcul simple. Combien coûtent à la société toutes ces personnes qui sont... pour certaines malades, hein, dans le cas de la transmission du VIH, vous l'avez dit tout à l'heure, qui souffrent d'un certain nombre d'overdoses, qui vont jusqu'à la mort parfois. Donc combien coûte ce problème de santé publique en France? Et donc, que doit-on mettre en face pour quel résultat? Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous regardions. J'imagine que le gouvernement a regardé ça. J'ai vu que Marisol Touraine s'était positionnée en faveur, donc c'est qu'elle a dû faire également ce type de calcul. On ne peut plus partir sur des dépenses sans en regarder les conséquences positives à court terme. Alors quand on fait un petit peu le point en Europe, plusieurs pays expérimentent déjà ces salles de shoot. Il y a entre autres la Suisse, hein, qui est le précurseur, l'Espagne, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Le prochain pays devrait être le Danemark. Vous souhaitez que la France soit en pointe sur ce sujet très vite? Oui. Oui. C'est-à-dire que je vous le redis, je souhaite qu'on aille au-delà de cette démarche. Une structure sociale qui permette la réinsertion. Globale, voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas mélanger une population sans domicile fixe, une population en difficulté liée à l'alcool, voilà, les héroïnomanes, les personnes qui sont addictes de ces drogues dures méritent un traitement spécifique. Et puis, la société mérite effectivement d'être sécurisée par rapport aux seringues qu'on peut trouver dans des bois, dans des parkings, dans des endroits. C'est vrai, je suis d'accord, mais je ne souhaite pas que l'État soit le dealer finalement de cette activité. Hein. Je souhaite qu'elle aille bien au-delà de ça. Et au niveau européen, on peut imaginer une coopération? En tout cas, c'est l'objectif, hein, qui n'a pas forcément cette compétence, mais qui souhaite envoyer comme signal, effectivement, une coopération entre les États, notamment pour lutter contre le commerce illégal de la drogue. Oui, bien sûr, je pense que c'est important. Eh bien, merci Sophie Lecline d'avoir été avec nous dans Europe Hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne suite des programmes et à très bientôt sur les chaînes parlementaires.